Hier, mes petites images du côté d'Oslo, vous avez reçu donc votre titre de numéro 1 mondial. D'ailleurs, vous avez la coupe que vous avez ramenée, c'est le gros globe de cristal. Bon, je suppose que ce n'est pas la même sensation de soulever ce gros globe, l'ensemble d'une saison, la Coupe du Monde générale, et d'avoir un triomphe olympique. Moi, je suis parti d'une définition, vous allez me dire si c'est exact. Une Coupe du Monde, c'est marquer son sport. Un titre olympique, c'est plutôt marquer l'histoire de son pays, avoir quelque chose avec son pays. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? Chercher la différence, mais la définition est plutôt bonne. Ouais. Ouais, c'est vrai que, en fait, sportivement, le globe de cristal est beaucoup plus dur à aller chercher qu'une médaille olympique. La médaille olympique se déroule sur à peu près une demi-heure, tandis que le globe de cristal, c'est 4 mois, et pas seulement des courses, il fallait passer à travers le Covid, etc. Donc les deux sont différents, tandis que la médaille olympique, c'est reconnu et plus que reconnu dans tous les sports. Donc ouais, c'est clair qu'il y a la différence. J'ai une autre image qui n'est pas de sport, mais qui va vous montrer pendant les Jeux et pendant votre triomphe olympique. On va regarder, on va découvrir, je ne la connaissais pas, bon, chacun a une maman, mais on a découvert votre maman, Hélène, qui est en fusion pendant votre course. Bon, voilà, c'est ceci. Est-ce qu'évidemment, c'est ça le côté olympique, c'est que toute la France est derrière vous, c'est que vous découvrez parfois des images comme ça, votre maman est filmée parce que c'est les Jeux, il y a des... Est-ce que c'est ça aussi qui rend ces moments-là, on va dire, un peu bizarroïdes, un peu particuliers? C'est vrai que j'aurais préféré la voir en vrai sur le bord de la piste à Pékin. Bon, ça s'est pas fait, mais... Covid oblige. Ouais. Mais de voir les émotions retranscrites, et encore plus à mes parents, c'est juste incroyable, quoi. Et quand je suis rentré de Pékin, à l'aéroport, j'ai retrouvé ma compagne et ma maman, mes parents et tout ça, et qui sont partis en larmes en arrivant, donc c'était émouvant. Ouais. Et vous aussi, vous avez versé vos petites larmes, j'imagine? Ouais. Pas sur le moment, mais... On n'est pas là pour en faire pleurer. Et il y a une question de Grégory Schneider sur l'avant, juste avant les JO, dans l'avion, je crois. Je m'étais posé la question, quand vous êtes dans l'avion vers Pékin, si vous avez un doute ou si vous avez une peur ou si vous avez une incertitude, elle est où? Est-ce que c'est le fartage? Est-ce que c'est le tir? Est-ce que c'est les adversaires? On est dans la précision la plus totale. Est-ce que c'est les... Non, mais est-ce que c'est les conditions de... Est-ce que c'est sur quelles conditions je vais tomber? Est-ce qu'il y a une incertitude ou un doute ou quelque chose qui vous gêne à ce moment-là? Ou qu'est-ce qui vous gêne le plus? Ou qu'est-ce qui vous titille le plus? C'est pas tant le fartage ou mes concurrents, parce qu'à ce moment-là, j'ai le dossard jaune à la Coupe du Monde, donc j'étais potentiellement le plus fort pour aller chercher les globes. Les incertitudes, c'était plus sur les conditions qu'on allait retrouver. Le vent? Le vent, le froid, en fait, pendant l'automne, on a rencontré, j'ai vu Jean-Pierre Amat, un ancien tireur sportif, qui entraîne les Chinois et qui a dit j'ai passé 3 mois là-bas l'hiver dernier, et c'était l'apocalypse. Du moins 20, moins 30, des rafales de vent, donc des conditions presque impossibles pour le biathlon. Et finalement, je suis arrivé sur place, donc il fallait passer la barrière Covid qui était assez stressante, et arrivé sur place, il faisait beau. Il faisait pas chaud, mais ça allait. Il y avait du vent, mais c'était pas la catastrophe. Et finalement, je me suis trouvé agréablement surpris, et puis en super confiance. Puis après, ça a déroulé. Il y a des questions techniques, comme l'a fait remarquer Guillaume Dufy, et il y a des questions un peu retordes. Ça, c'est c'est votre copain en équipe de France, qui s'appelle Fabien Claude. Évidemment, vous le connaissez. Peut-être que les téléspectateurs habituels de l'équipe du soir, qui regardent parfois de manière un peu inhabituelle la saison de biathlon, a une question à poser au président de l'équipe du soir. Allez-y. Salut Quentin, alors on avait une petite question, est-ce que tu te souviens de la soirée de fin de saison? Je parle pas de celle de l'an dernier parce que je crois que tu n'as pas trop de souvenirs, mais plutôt celle d'hier soir. Voilà un sujet important. Ils vont... ils cherchent à me taquer un petit peu. Oui, mais on leur a laissé libre cours. Alors la saison dernière, avec le Covid... la fédération internationale dit pas de soirée, tout le monde dans les chambres et tout ça. Finalement, on a reçu une invitation des Suédois, comme on était en Suède. Et la soirée était mal lancée, mais ça a mal fini. Vous avez percé pour moi. C'est pas beau, ça? Ça a été bien arrosé. J'ai passé la douane péniblement. L'avion a été vraiment compliqué. Je me suis rendu compte qu'à l'escale à Copenhague, j'avais oublié mon portefeuille en Suède. Donc c'était un peu compliqué. Et hier soir, ça s'est très bien passé.
Mais voilà, je voulais pas arriver ici avec la gueule de bois, donc je vous ai fait honneur. Voilà. C'est très gentil. Quentin, vous programmez tout. On a fait une petite enquête. Vous êtes un obsessionnel. Guillaume, vous aviez juste une petite réflexion pour rebondir sur ce sujet un peu plus léger qui me passionne, les soirées. Est-ce que vous programmez aussi vos soirées ? Est-ce que vous vous dites, après, je sais pas, 10-15 jours d'entraînement, là, je vais en prendre une, je vais sortir, je vais faire la bringue. Est-ce que vous prévoyez ça ? Presque, oui, presque. Ouais, c'est vrai. Hein ? Mais bon, les soirées sont beaucoup moins importantes que mes entraînements. Donc voilà, je laisse des fois part à l'improvisation. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à vous, votre sujet. Elle s'appelle Olivia Leray. Elle nous fait 5 infos tous les soirs sur l'actualité sportive. Entrez ici, Olivia Leray, la Manita. Bonsoir à tous. Bonsoir. Georges Brassens. Oui, bien joué. L'homme à la carabine. C'est facile, non ? Culture de dingue. Vous voulez commencer par quoi, Olivia ? La chronique évidemment dédiée à Quentin. Et je veux d'abord commencer en tirant un trait définitif, on va dire, sur quelque chose que vous ne portez pas forcément dans votre cœur. Ah. Le Morbac. C'est quoi ça ? C'est le surnom de Quentin Fillon-Maillet, plus jeune, on vous surnomme le Morbac, le Morpion, pour votre capacité à vous accrocher coûte que coûte pendant les courses. Alors on peut se dire à première vue que c'est pas flatteur comme surnom. D'ailleurs, ça vous a pas toujours plu, mais dans la bouche de vos amis, ça l'est. C'est flatteur. Regardez. Dans le côté Morbac, c'est pas négatif, c'est pas méchant en fait. On dit ça parce que à l'époque, il y a 3-4 ans, quand il était accroché dans les skis de quelqu'un, il y restait. Et il arrivait à se surpasser pour rester derrière ce gars qui était plus fort que lui. Voilà, le Morbac, c'est désormais du passé, on va dire. Vous avez un nouveau petit surnom maintenant, c'est Robocop. C'est des jeunes qui font du biathlète et qui vous l'ont donné à force de voir répéter les efforts sans jamais faiblir. C'est un peu plus sympa, donc comme Morbac, ça vous plaît plus ? Ouais, on choisit pas ses surnoms, donc voilà, je peux pas. Morbac, c'est Simon Fourcade. J'avais toujours dit que je me vengeais, mais ça date peut-être 6 ou 7 ans. Il faut que je le fasse d'ailleurs. Hein. J'ai rien prévu, j'aurais dû faire quelque chose tout de suite. Donc la preuve, vous ne programmez pas tout. On poursuit avec la petite bio express, Olivia. Oui, alors vous vous appelez donc Quentin Fillon-Maillet, ça j'apprends rien à personne. Vous êtes né à Champagnole et vous êtes très très fier de vos origines et de vos terres jurassiennes. Ça non plus, j'apprends rien à personne. Vous aurez 30 ans au mois d'août. Vous avez grandi dans une famille de skieurs. Vous êtes l'aîné avec 2 frères et une sœur et vous avez commencé à descendre les pistes de ski à l'âge de 4 ans. Et votre première compète de biathlon, c'était environ 10 ans plus tard, entre 15 et 14 ans, il me semble. Dans votre jeunesse, vous avez aussi essayé un autre sport. Je dis bien essayé. Le rugby. Oui. C'était pas vraiment une réussite. Voilà comment en parlait votre papa. Quand il avait le ballon, il ne savait pas quoi en faire et tout le monde lui sautait dessus. Mais sport collectif, ce n'était pas son truc. C'est vrai ça, regardez, j'ai le gabarit d'un rugbyman quand même, non? Exactement. Alors j'en termine avec votre bio express. Vous avez une source d'inspiration. Alors c'est pas le rugby, c'est pas dans le rugby que vous la trouvez, c'est dans le judo, puisque voilà, c'est ce monsieur votre source d'inspiration, Teddy Riner. Vous disiez il y a quelques mois, Teddy déteste perdre. C'est vraiment très dur de perdre pour lui. Et j'aimerais être pareil, je veux gagner chaque course. Voilà, comme quoi il suffisait de le dire très fort et puis ça marche maintenant. C'est quoi cette photo là? On s'est rencontrés, c'était l'année dernière, on s'est rencontrés. À l'équipe? Non, c'était une officielle. Grâce à un ami, donc François, que je salue d'ailleurs. Et non, c'est une officielle, mais voilà. J'ai réussi à le plaquer quand même. L'histoire dit que j'ai réussi. Comme quoi? Oui, d'accord. Bon, on n'est pas obligé de vous croire. On passe à l'info suivante sur Quentin. Ça concerne son outil de travail. Oui, alors les gens Sa carabine. Oui, exactement. Les gens commencent maintenant à le savoir, mais vous entretenez une relation particulière avec votre carabine. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est vous qui le dites, c'est un peu votre deuxième copine. En tout cas, vous l'avez déjà dit dans une interview. Vous fabriquez vous-même cette carabine. Vous avez réalisé la partie cross. Tout est sur mesure et vous vous êtes appuyé sur vos études en conception industrielle pour faire tout ça. Donc voilà, vous et votre carabine, c'est une très grande histoire d'amour. On raconte pas tout. Mais... Non. On peut pas tout dire. Non, mais vous avez choisi les études pour ça aussi. Oui. Pour allier les deux passions, alors c'était Non, c'était une passion. Ma carabine. En fait, l'ancien atelier de l'entreprise familiale était en dessous de mes parents et on s'amusait à faire tout un tas de bêtises là-bas. On fabriquait des arbalètes, des arcs pour casser 2-3 vitres. Et donc après, j'ai lié ces deux passions. Alors vous avez tout un tas de qualités, Quentin, mais il y a une chose qui n'est pas votre truc, et vous l'avouez bien volontiers, c'est ça, jingle. Jingle? Eh oui, on a une grosse production. C'est l'onglet
Ce n'est pas votre fort. Where is Quentin? Ah, moi, je trouve que c'est loin d'être ridicule. Where is En Brian? interview. Par exemple, regardez, en post-course au JO. With 2 miss today, like I say, and I never expect victory because it's individual race. And yes, but I feel very, very good on the ski. Bon. J'ai tout compris. Bah oui, loin d'être ridicule. Ouais, Et Mais vous ça où ça a été très très compliqué, c'est lors de mon premier podium, où voilà, je sortais des cours d'anglais séchés pour la plupart. Donc du coup, quand je me retrouve face à une conférence de presse qui me parle en anglais et que t'as pas d'autre solution qu'essayer de magouiller quelque chose, donc voilà, il fallait trouver des solutions. Et justement, cette petite faiblesse, vous l'expliquez comme ça à France Bleu. J'ai jamais été un très bon élève en anglais, ni très assidu, donc je regrette un peu justement de ne pas avoir été meilleur que ça en anglais. Mais oui, c'est un aspect qu'on n'imagine pas tant que ça. C'est vrai que quand on fait du sport en étant jeune, on s'imagine les podiums, on s'imagine les courses, voyager et tout ça, mais j'étais loin de m'imaginer faire des interviews dans des caméras internationales. Et du coup, vous avez progressé, tout va mieux. C'est encore loin d'être parfait, mais j'essaie de progresser. Ouais. Pour finir, deux anecdotes. Petite anecdote, ouais, puisque Quentin, vous aviez quelque chose de bien spécial dans votre valise pour les JO. On regarde et on veut une explication. On a préparé les choses. Ça, c'est mes affaires de ski. T'en auras besoin, mais c'est pas suffisant. Tiens, aide-moi un peu. Le vrai secret. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vraiment emmené du comté aux Jeux Olympiques? Ouais, il y a une petite piste en scène, mais ouais, il y a du comté. En fait, on va souvent dans des pays qui ne sont pas spécialement Spécialistes en fromage, hein? Ouais, spécialistes en fromage ou fervents de la gastronomie, donc on emmène un petit bout de chez nous. Ok. Autre anecdote. Et tout le monde en a profité visiblement dans la délégation. Vous avez partagé votre comté. Et je termine entre gagner des médailles, partager son comté. Quentin a aussi eu le temps de construire quelque chose, une voiture en Lego de 2500 pièces pendant les JO. Et vous en étiez super fiers. Oh merde. Hop là. C'était pendant les jeux, ça? Ouais, ouais. Vous avez le temps de battre vos adversaires et de construire ce truc-là. Bah oui. Multifonction, comme quoi pour être heureux, il faut du comté, des Lego et des médailles. Ok. Merci Olivia. À demain. On s'intéresse à l'homme très fort en Lego mais très fort en biathlon. La psychologie d'un sportif de haut, ça a inspiré une première réflexion et une question de départ de Gilles Favard. Bah oui, maintenant que vous avez tout gagné, n'est-on champion ou le devient-on? On m'a dit qu'il y avait cette question-là et c'est une bonne question parce que c'est pas J'ai facile toujours d'y des bonnes répondre. questions, moi. Il faut savoir qu'ici, le seul qui a des bonnes questions, c'est moi. Le reste, Alors, n'est-on des champion ou est-ce qu'on le devient? Je pense qu'on devient plus qu'on l'est. On est avec des capacités physiques qui permettent de faire du sport, être plutôt chercheur ou journaliste par exemple. Mais du coup, je pense qu'après, c'est à force de travailler ou d'être régulier pour arriver à devenir sportif. Donc je pense qu'on devient sportif plus qu'on l'est. Mais on est tous avec des capacités particulières, propres à nous, et il faut savoir les exploiter. moi, j'ai rien gagné, mais je pense la même chose que vous. Grégory Steder, justement. Allons un petit peu. C'est peut-être lié à ce que vient de dire mon voisin. Il s'est passé quelque chose à Ruhpolding en 2015. Vous êtes battu d'une spatule, je crois, et il s'est passé quelque chose de particulier ce jour-là et de plutôt positif, sauf erreur. Si vous pouviez le rappeler, si vous pouviez le réexpliquer. L'arrivée au sprint. Ouais, l'arrivée au sprint. Ouais. Et vous étiez sorti quand même, vous étiez sorti plutôt content. En fait, ouais, en fait, alors c'est mon premier podium, Ouais. mais à ce moment-là, j'étais impressionné de concourir avec les athlètes avec qui étaient sur la start list avec moi, quoi. Et finalement, jouer le sprint, j'étais complètement outsider ce jour-là et j'ai joué 100% ma carte d'outsider en menant tout le dernier tour, en pensant que les autres que j'allais m'essouffler dans la fin. Et finalement, ça se finit au sprint et en fait, j'ai fait un jeté d'épaule à la place d'un jeté de pied, donc ce qui m'a valu la deuxième place à la place de la première. Mais vous dites quand même qu'il faut que je sois acteur et il faut que j'y aille. Voilà, vous n'êtes pas resté spectateur aussi. Non, parce que en fait, je me dis, est-ce que je prends le rythme de l'Allemand qui voulait partir, qui était moyen, et au risque de faire revenir 20 mecs derrière et puis de faire un sprint à 20, ou dire, on tente le sprint à 5. Est-ce que vous vous êtes découvert ce jour-là? Ouais, clairement. En fait, jamais aucune garantie de réussite jusqu'à ce moment-là. Et au moment où je fais ce premier podium, je dis là, il y a vraiment quelque chose à faire pour la suite.
On va passer à un stage commando à présent, stage GIGN. On va écouter l'un de vos instructeurs qui a évidemment, métier oblige, conservé l'anonymat. Écoutez, il nous raconte un petit peu et après il y aura une question de Mélisande. Le but pour nous et surtout pour les athlètes, c'est de leur faire toucher du doigt un domaine inconnu pour eux, leur ouvrir l'esprit, essayer de les sortir de leur confort afin de les faire évoluer et les faire progresser dans leur domaine. Question de Mélisande Gomez. Oui, parce que souvent on parle de sortir de confort, d'une zone de confort. Je voulais savoir c'est quoi concrètement, qu'est-ce qu'ils vous ont fait là-bas pour vous sortir de votre confort? Est-ce qu'ils vous ont empêché de dormir? Ils m'ont attaché une chaise, mis un seau d'eau, torturé, ça a été dur. Hein. Non, mais c'est quoi concrètement? En fait, eux, c'est des athlètes de haut niveau, on va dire pour sauver la France, entre guillemets, enfin sauver la France, sauver des personnes. Et en fait, moi, l'expérience, c'était d'aller chercher les personnes qui se retrouvent en danger de mort en mission, comment ils réagissent face à un stress intense, en final. Moi, je retrouve ce stress d'une façon différente dans le sport, sans jouer ma vie, et jouer à une expérience comme ça. Donc finalement, on a fait des choses... Ils vous ont réveillé dans votre nuit, non? Parce qu'en général, c'est lorsque... Non. Bonne nuit les petits, on vous réveille à 9h et puis à 2h du matin... Non, ça n'a pas été... non, ils ont été gentils. 4 degrés. Ouais, enfin des trucs comme ça. Ils ont été gentils, mais c'est des parcours d'audace. On a fait tout un tas de choses. Ils m'ont mis dans des situations. Non, mais ils m'ont mis dans des... ils m'ont mis... face à un petit trou comme ça, puis on me dit tu vas là-dedans, puis on te retrouve là-bas de l'autre côté, quoi. Et puis il fait nuit, il y a une ligne de vie qui disparaît dans le sol, et puis après il faut se débrouiller, quoi. Donc tu ressors 25 minutes plus tard, plein de poussière, et puis à passer dans des tout petits conduits. Est-ce que vous êtes sorti plus fort ou pas? C'était juste un truc un peu... Non, c'était complètement inconnu, et en fait je voulais pas savoir le programme à l'avance, je voulais vraiment me retrouver dans une situation stressante, inconnue, et puis essayer de gérer le stress de la meilleure façon. Et ça a été très constructif. On passe au championnat du monde d'Östersund en 2019. Vous ne gagnez pas encore, hein. Mais là on est sur le parcours, la construction finalement du champion que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous êtes 3e au sprint. Alors malgré la 3e place, vous avez compris peut-être des éléments pour aller chercher la victoire. Peut-être les idées qui vous reviennent, peut-être sur le relâchement ou la confiance en soi. Mais il y avait une question de réflexion de Guillaume Dufy. Je vous passe la main, mon cher Guillaume. Oui, c'était surtout parce que j'ai lu que vous étiez, comme beaucoup de sportifs, un malade d'entraînement et que parfois vous démarriez la saison un peu fatigué à cause de grosses doses d'entraînement. Est-ce que cette année, où vous avez survolé les compétitions, est-ce que vous avez modifié votre manière de vous entraîner et vous avez peut-être allégé la dose de travail estivale? On va diminuer un tout petit peu, mais en restant toujours bien impliqué. Mais le début de saison n'a pas été comme je l'espérais les 2 premières semaines. Et alors ça donne quoi quand c'est pas comme ce que vous avez dit? Alors ça veut dire que vous visez aussi un pic de forme, une date pour être en forme ce jour-là, comme parfois les footeux qui se préparent pour la Ligue des Champions en mars, on doit être prêt. Est-ce que vous y avez... Quand vous entraînez, vous dites qu'il faut que je sois prêt dès le début, au milieu, à la fin? Il faut être prêt tout le long, parce qu'au final, le globe de la Coupe du Monde, il se gagne sur les 25 courses individuelles de la saison. Ouais, un peu moins, parce qu'il faut déduire les jeux là-dedans. Et puis, en fait, l'enchaînement, je suis obligé de faire la Coupe du Monde pour me sélectionner sur certains formats, avoir une place dans mon équipe, une place dans mon relais, et puis les jeux... Comment on fait alors pour différencier, être performant? En fait, on apprend à se connaître, mais maintenant... Et pour les jeux, puisqu'ils sont, ce qui est vraiment deux compétitions. C'est pas facile. Moi, j'ai la capacité en fait d'être assez régulier avec l'enchaînement des courses. Donc finalement, en fait, j'ai fait le choix de courir toutes les courses, tandis que certains Suédois ou Norvégiens ont fait l'impasse sur des courses en janvier. Ouais. Et moi, j'ai continué, ce qui me permet d'aller chercher les globes au final. Tandis que certains ont fait l'impasse et ça leur a pas donné la garantie de réussite aux Jeux Olympiques. On va vous réécouter. On est en 2019 à Orfilsen. Alors pendant la course, il y a eu une petite embrouille avec Martin Fourcade. On va dire que vous êtes tombés tous les deux. Oui. On va vous écouter à chaud et on va vous réécouter le lendemain. Regardez, il y aura une question de Grégory après. Ouais, dans la dernière épingle avec Martin, j'ai pris l'intérieur, il m'a serré, on est tombés les deux. Vous êtes tombés carrément? Vous êtes expliqué là à l'arrivée? Sans être méchant, il a fait de l'anti-jeu. Après, c'est à lui de venir s'expliquer. Moi, je n'ai pas fait d'erreur, donc voilà. Mais voilà, m'excuser par rapport au mot d'hier. C'est vrai que
réagi sous le à chaud et j'aurais dû réfléchir après tout ça et puis voilà, on a discuté avec Martin, il n'y a pas de colère, tout va bien, voilà, tout a été mis à plat. Bon, c'est sûr qu'on a fait 2 erreurs chacun et voilà, on s'est excusé chacun. Donc voilà, désolé aux téléspectateurs pour cette réaction à chaud qui a déplu certains. Ah, je vous fais une confiance, les téléspectateurs adorent les embrouilles. Mais il ne faut pas s'excuser. Voilà. C'était un coup de buzz, c'est tout. Hein. Ah, c'était un coup de buzz. Ah, bah, voilà. C'était préparé. Vous aviez raison en fait. Vous avez comme tassé. Vous êtes intervenu ou pas, non? Non, mais non, c'est resté assez. Une discussion assez avec les interne. Oui, bah, arrêtez de déconner, les gars, on a des comptes à gagner. Oui, voilà, parce que c'est à peu près ça. Ça a pas fait de mal. Grégory Schneider, question. En fait, c'est le totem, c'était le totem vivant du biathlon français, Fourcade. Quand il part, ça vous aide ou ça vous gêne? Parce que ça vous donne un surplus d'exposition. Dans quel sens ça joue? Ça vous libère? Ça vous pousse? C'est clair que moi j'ai eu une énorme chance de le rencontrer parce que du coup de le côtoyer pendant cette année en équipe de France, on a passé plein de super moments, plein de courses, plein d'émotions et ça a été une super source d'inspiration parce qu'on arrive à gérer dans l'équipe avec le meilleur biathlète du monde, parmi des meilleurs sportifs planétaires et français, donc finalement c'est une vraie référence. Ça a été super et par contre ça a été un peu à double tranchant parce que finalement certaines fois quand moi je fais une super course, Martin qui est pas loin derrière ou juste devant, moi je suis dans son ombre pendant un sacré moment et il faut attendre, il y a 3 ans, 2 ans pour vraiment sortir un peu de son ombre et briller comme je le veux en fait. Et c'était frustrant? Ça a été frustrant, ouais, ça a été frustrant. Et on en parle encore aujourd'hui, donc non mais c'est normal parce que c'est un grand sportif français. C'est ce qui m'impressionne le plus chez vous. Très franchement, après l'arrêt de Martin Fourcade, de mon niveau, moi je ne suis pas un spécialiste de cette discipline, je me suis dit, le biathlon français est mort, et puis pour ceux qui arrivent, ça va être hyper compliqué, parce que s'ils ne gagnent pas, on va toujours leur dire, Fourcade avant, il était plus fort que toi, Fourcade était plus fort que toi, et en quelques mois, de manière assez brutale, vous avez quasiment presque fait oublier Martin Fourcade. Et je trouve ça énorme, franchement énorme. Fait oublier Martin Fourcade. C'est un sujet au moins traversé longtemps l'équipe du soir. Non, mais il a raison, Guillaume, dans ce qu'il dit. Parce que quand il était avec la dernière année où il est avec Martin Fourcade, les gens qui suivent le biathlon, on voit bien, moi franchement, je vais dire ce que je pense, on voit bien que vous êtes au-dessus. Mais le problème, je le dis, on voit bien que vous êtes au-dessus, mais le problème, c'est qu'il y a Martin Fourcade. Un appel de Martin Fourcade. Il peut toujours m'appeler. Mais le problème, je peux même lui donner mon téléphone. Donc le problème, il est que dès qu'il est parti, vous avez pris le leadership. Et au bas mot, il a raison. Martin Fourcade, qui a un palmarès extraordinaire, et pour moi, on passe d'être dépassé par le vôtre. Voilà. Oui, il a quand même bien des records que j'aurais du mal à aller chercher. Mais dans l'esprit des gens. Mais dans l'esprit des gens. Martin Fourcade, c'était quelque chose. Guillaume Gilles, laissez-lui le mot quand même, parce que là, on va se faire un maxi buzz avec Martin. Laissez Quentin vous répondre et vous expliquer. Je pense que on ne peut pas forcément nous comparer, parce que finalement, en fait, on a chacun notre carrière, notre parcours et tout ça. Martin, c'est un immense champion et il sera meilleur que moi sur tout un tas de domaines. Et moi, j'essaye de tracer ma voie et d'exister en faisant mes résultats. Et finalement, Martin nous a permis d'avoir une grosse médiatisation. Ouais. Il a fait parler du biathlon, la même chose que Raphaël Porret ou d'autres biathlètes. Et donc là-dessus, moi, j'en suis super content. Et moi, je continue à faire briller le biathlon français. Ne vous inquiétez pas, vous reviendrez dans 4 ans, on en reparlera. Ok. Quentin, dernière question. Et maintenant que vous êtes devenu champion olympique, maintenant que vous avez la Coupe du Monde, c'est quoi l'objectif maintenant? Est-ce que là, vous êtes, j'ai coché toutes mes cases, merde, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que là, vous êtes au bord de la falaise en disant... Non, il veut encore. Là, je me suis posé la question après les Jeux. Je me dis, si je gagne le Gros Globe, qu'est-ce que ça va être les prochains objectifs? Qu'est-ce qui va me donner faim d'aller à l'entraînement et tout ça? Et ça a été un vrai questionnement. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas seulement les objets qui sont étalés là-bas qui me font envie, mais c'est aussi l'avancement d'être un meilleur biathlète, d'être plus performant. Et donc, durant toute la préparation qui démarre en mai pour des courses qui commencent à fin novembre, j'ai toujours plein de petits objectifs, c'est-à-dire être meilleur techniquement, meilleur dans ma tête. Et voilà, c'est ça qui me fait avancer. C'est une trace aussi.
Comment ? De laisser une trace dans votre sport ? Ouais, de laisser une trace, ouais. Moi, ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit, c'est de devenir le meilleur biathlète du monde. Et chose que je fais en ce moment, et je vais essayer de... vous êtes le toit du monde. Donc Quentin, est-ce qu'on est champion, est-ce qu'on le devient ? Vous venez de répondre finalement à cette interrogation qu'on s'est posée là depuis une demi-heure. Ce qui va vous faire continuer, c'est de vous améliorer, c'est de vous lancer les petits défis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Martin, c'est clair que Martin a ramené... on a ramené plusieurs de ce gros globe, et donc finalement, il a réussi à être motivé et gagner encore une année après l'autre. Ça sera notre dernier petit cadeau avant de vous laisser partir, parce que vous nous avez offert des gants. Donc nous, on vous offre une ligne de l'équipe, le vent de l'histoire. Regardez cette